beaucoup rapproché des centres sociaux, ce qui m'a amené à travailler plutôt auprès des habitants qu'auprès des passants. Alors, peut-être faire un lien entre le titre du livre et le fait d'aller vers une pédagogie de l'engagement. Le lien avec le aller vers, on peut le voir de manière assez simple, puisque finalement, aller vers les publics, c'est tenter de créer des relations qui ne sont pas centrées sur l'activité. Autrement dit, quand on est chez soi, on est dans une logique souvent d'encadrement, d'accueil avec une proposition encadrée, une proposition d'activité encadrée, alors que lorsqu'on va au-devant des publics, quand on va vers eux, on va sur leur terrain, et du coup, on n'est plus, d'une certaine manière, protégé par son activité, on n'a plus pour prétexte initial d'encadrer des gens, et donc on passe d'une forme d'animation, on va dire, centrée sur l'activité, qui peut être un prétexte, évidemment, un prétexte à la relation, mais on passe d'une animation d'activité à une animation plutôt relationnelle, où l'idée, c'est comment entrer en relation avec des gens qui ne nous doivent rien et qui ne nous attendaient pas forcément. Donc, de l'engagement relationnel et de l'incertitude, voilà, c'est un peu les deux terrains qui me paraissent, les deux registres qui me paraissent correspondre en bonne partie au aller vers. Dans le chapitre qui est consacré au aller vers, j'essaye d'écrire une situation qui me paraît particulièrement emblématique de ce que vivent les centres sociaux. Alors, attendez, hop. Tout le monde a Michel Chotet en grand écran, là, ou il n'y a que moi? Moi, j'ai Jérôme. Moi, j'ai Jérôme en grand écran. Ah bon, d'accord, c'est beau. Alors, c'est que je ne peux pas m'avoir moi-même en grand écran. C'est pas grave. Allons-y. Du coup, une scène emblématique. Voilà, je vais introduire avec ça parce que je me suis retrouvé un jour pendant une Coupe du Monde, la dernière, en 2018, dans un centre social qui avait décidé de diffuser les matchs, comme ça se fait pas mal. Et j'ai trouvé cette situation intéressante parce que l'enjeu pour le centre social, c'était de rassembler le quartier. On était dans un quartier d'habitat populaire. Et donc, en fait, j'étais là pour observer ce qui se passait. Et il m'avait dit, tu verras, c'est sympa, c'est un moment un peu de communion, c'est un moment où on se reconnecte avec ouais, les non, gens. c'est compliqué. Enfin, là, je t'avoue que Alors, je suis à la monsieur centre fois pris socioculturel dans du un truc que Ricochet. j'ai pas envie de lâcher parce qu'ici, on a quand même une équipe qui commence à tourner bien. On a fait des Alors, chouettes je vais recrutements. essayer. Ça s'appelle un Zelda et flag. Ça veut compagnie. dire il fait autre chose Couper le son. pendant la visio. Monsieur. Ah, mais bien sûr. Alors, Comment on fait? j'essaye de le retrouver vite. Il s'appelle Centre socioculturel Le Bah, nous, Ricochet. là, on finit, à mon avis, Michel-Rie, un truc comme ça. Alors. Ben, c'est C'est bon. Ok. Bon, alors, on est à notre Coupe du Monde. Et puis, je viens pour un moment qui est chouette. Et en fait, au fur et à mesure de l'avancée du match, je me rendais compte progressivement que, en fait, il y avait peu de rencontres. Il y avait des groupes qui étaient juxtaposés, les uns à côté des autres. Mais finalement, on se retrouvait dans une situation assez étrange où l'équipe d'animation était un peu entre elles, où il y avait un public de gens qui connaissent bien le centre social, qui sont les habitués. Mais ce que je comprenais finalement en discutant avec une animatrice, en lui posant des questions, c'est que ces habitués qui étaient là, qui étaient les seuls à être vraiment très proches de l'événement, c'était ce que j'ai appelé plus tard un public résiduel, c'est-à-dire le public de ceux qui viennent tous les jours. Que ce public était un public de gens un peu abîmés par la vie, un peu seuls, un peu… voilà, il y a des problèmes parfois… voilà, d'anciens toxicomanes, des gens voilà, en difficulté, en grande solitude, enfin bref, un public finalement dont les salariés avaient marre finalement, c'est-à-dire des gens qui voyaient tous les jours et je comprenais finalement que ce jour-là, ils voulaient vraiment, ils voulaient pas se les cogner, quoi, d'une certaine manière. Et puis en me promenant dans ces petits événements, je me suis rendu compte que les jeunes officiels du quartier, c'est-à-dire vraiment
Quand je dis les jeunes, bon, voilà, ceux qui ont plus de 13, voilà, les 13-18, même les plus vieux, qui étaient plus loin voilà, qui étaient un peu à côté de nous sans être vraiment dans l'événement. Je me suis approché d'eux pour discuter de pourquoi ils ne venaient pas voir le match, parce qu'en plus, ils ne venaient pas voir le match. Et ils me disent, en fait, au centre social, c'est là où il y a tous les schlags. Et les schlags, dans le vocabulaire voilà, on va dire, de l'argot, c'est en fait, on ne peut pas supprimer complètement Monsieur Ricochet. Pardon. Ah, non, parce que moi, en fait, j'ai Monsieur Ricochet face à moi qui cause. Ah ouais, ok. Eh bien, nous, on te voit. Ok, Jérôme. ça marche. Bon. Ouais. Donc, les jeunes me disent, non, mais en fait, le public de ceux qui fréquentent le centre et dont tu veux nous rapprocher, parce qu'en fait, c'est eux qui sont là-bas, hein, c'est eux qui sont avec vous, mais en fait, c'est des schlags, c'est des tout claqués, c'est d'anciens toxicos, c'est des fatigués, c'est des vieux. Enfin, ils avaient un regard qui était terrible, qui était très jugeant, hein, qui était très stigmatisant, mais en même temps qui racontait quelque chose que je ne pouvais pas m'empêcher de trouver juste. Hein, parce que même les salariés, eux, étaient fatigués parce que ce public, et d'ailleurs, une des salariées nous a dit, en fait, ce public, on l'a à tous les événements, ils cachent un peu la misère, on les trouve tout le temps, ils sont là tous les matins, mais au final, on se retrouve un peu comme des éduques, sauf qu'on n'est pas des éduques et qu'on ne sait pas quoi faire de ces gens. Alors, on est là pour eux, mais d'une certaine manière, ils font fuir. Et ce que te disent les jeunes d'une manière violente, mais il y a beaucoup de gens qui le pensent. Il y a beaucoup de gens qui le vivent, en fait. Et du coup, ce public-là, je me rendais compte qu'il faisait écran potentiellement à la participation d'un autre public. Donc ça, c'était vraiment quelque chose voilà, de très important pendant cette Coupe du Monde. Il y avait les jeunes qui étaient aussi un peu là pour les enfants, qui étaient là pour se faire peinturer bleu, blanc, rouge, machin, etc. Et puis, je ne vais pas décrire l'ensemble des scènes, finalement, tous les gens qu'on aurait pu souhaiter voir venir à l'occasion de cet événement, des jeunes du quartier, des mamans, des familles, tout cela restait à la périphérie de l'événement. Ils étaient physiquement à 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, mais ils ne rentraient pas dans le centre, ils n'étaient même pas aux abords du centre. Et c'est ce que j'ai appelé une proximité ambiguë, hein, c'est-à-dire que là, à travers l'apparence d'un moment festif où tout le monde est réuni, non, finalement, pas du tout. Hein, les gens sont côte à côte et avec voilà, plus les gens sont à distance physique, c'est-à-dire plus ils marquent le fait qu'ils ne sont pas dans le centre ou aux abords du centre, plus finalement cette distance physique est une vraie distance relationnelle. Et donc, d'une certaine manière, mon travail, c'est d'essayer d'aider les équipes à dépasser, on va dire, cette situation qui est relativement classique, d'une participation résiduelle d'usagers qui sont parfois animateurs du café du centre. Hein, c'était le cas d'une partie de ces gens-là, hein, de ce que les jeunes appelaient les schlags, c'est-à-dire les gens qui viennent tous les jours, qui sont parfois des gens qui sont en meilleure forme hein, physique que ceux-là, hein, mais qui sont effectivement voilà, un public voilà, qui est paradoxal, hein, qui est ambivalent dans ce qu'il produit. Les enfants, on les a, mais quelque part, on veut ce public qui nous échappe, ces gens qui finalement ne sont pas attirés par notre programmation et qui, même lorsqu'on fait des événements, restent à la lisière de la relation et ne rentrent jamais vraiment en contact. Alors, l'article le décrit finement, hein, avec précision, et toutes les tentatives d'ailleurs des animateurs pour rentrer en relation avec les mamans, les jeunes, etc. Donc, voilà un peu un des tableaux, j'allais dire, qui est emblématique de ce que des équipes cherchent à dépasser. Alors, maintenant, je ne vais pas vous décrire 9 minutes. Je ne vais pas vous décrire de manière très fine des modalités d'intervention, mais je vais essayer de vous raconter brièvement les différentes manières que j'ai pu avoir de travailler avec des équipes aujourd'hui. La première manière de travailler, ça a été de travailler sur des aménagements d'espace public. J'ai beaucoup commencé à intervenir avec des équipes sur des aires de jeu, des jardins publics, des marchés, voilà, voire des supermarchés, parce qu'en milieu rural, les supermarchés voilà, sont des lieux de rassemblement. Et donc, à cette occasion-là, la question qui était posée, c'est comment on peut créer un environnement
qui donne, ou comment on peut le modifier, un environnement donc, qui donne envie aux gens de s'approcher de nous. Donc, comment attirer les gens en leur donnant envie de s'approcher par eux-mêmes. Donc, c'est la technique du laisser venir. Hein, où l'idée centrale, c'est qu'est-ce qu'on peut offrir à des gens qui leur donnent envie de s'approcher, d'une part, et d'autre part, comment surtout les laisser tranquilles, comment surtout leur laisser le sentiment qu'ils ne vont pas se faire alpaguer. Hein. Donc ça, c'était le prolongement de ce que j'avais vécu finalement dans mon travail avec les passants, hein, qu'on déclinait dans d'autres environnements que des centres-villes. On créait des aménagements pour que les gens s'approchent. Alors ça pouvait être parfois des jeux, parfois des zones de gratuité, parfois des porteurs de parole, puisque j'avais pas mal travaillé avec tout ça. Mais en fait, tout un tas de petites offres d'animation qui permettent aux gens de s'approcher sans se sentir embarqués dans une relation qui leur ferait peur, sans se faire alpaguer. Je leur dis comme ça, c'est plus simple. Là, on est plutôt dans le registre, en termes de à quoi ça sert, ou plutôt de quel courant on suit, on est plutôt dans le registre, finalement, de la pédagogie sociale, c'est-à-dire ce que défend Laurent Roth, c'est-à-dire une présence inconditionnelle dans les espaces publics, dont lui marque le coup en disant « il faut être là tous les jours ». Avec des équipes, on n'a pas travaillé sur la présence tous les jours, mais sur la question d'un rendez-vous dans des espaces publics fréquentés par des gens qu'on n'arrive pas à toucher, avec cette logique d'aménagement d'espace où on laisse venir les gens sans trop les inquiéter. Donc ça, c'est un premier axe qui a été beaucoup travaillé. Et puis, rapidement, parce que j'ai beaucoup appris en faisant avec les équipes, la question d'aller chercher les gens est montée en puissance. Et là, c'est l'émergence du porte-à-porte qui a été pour moi, comme pour toutes les équipes, finalement, une logique d'intervention au départ souvent inquiétante, mais d'une richesse extraordinaire. Donc là, effectivement, il y a des gens, si tu ne vas pas les chercher chez eux, tu ne les verras pas, tu ne les trouveras pas. Et donc, j'ai pu le vivre à la fois en milieu rural et en milieu urbain. C'est vraiment, je trouve, un fondamental de l'animation et du aller vers, le porte-à-porte. Aujourd'hui, je le défends avec beaucoup de passion et de ferveur parce que, contrairement aux inquiétudes que cette logique d'intervention suscite, les résultats sont souvent assez, sinon spectaculaires, dans certains cas de figure, tout du moins, bien supérieurs à ce qu'on pouvait croire. Et en premier lieu, on découvre finalement que lorsqu'on n'a rien à vendre et qu'on n'est pas dans une position d'attente, c'est-à-dire quand on ne fait pas sentir aux gens qu'on quémande leur participation, quand on est centré sur ce qu'ils vivent, quand on est soucieux de leur poser une question sincère et ouverte, quand on s'adapte à leur disponibilité, c'est-à-dire quand ils sentent qu'on est prêt à les laisser tranquilles s'ils ne sont pas disponibles et on est prêt à passer du temps si eux ont manifestement plus de disponibilité, eh ben, on n'a pas beaucoup de portes fermées, on n'a pas beaucoup de mauvaises situations. Et on découvre même, et certains animateurs m'ont dit, le porte-à-porte m'a redonné foi dans ma société parce que j'ai découvert que je pouvais être très bien accueilli, contrairement à ce que je craignais. Alors, à quoi ça sert le porte-à-porte? Plutôt à quelle référence, de quelle référence on est? On est plutôt là dans les logiques de travail social communautaire, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, l'idée, c'est à travers ce porte-à-porte, d'une part, d'explorer son quartier pour mieux comprendre qui vit où, qui fait quoi. Donc, il y a un travail un peu de campagne relationnelle pour comprendre plus en finesse les particularismes de certaines tours ou de certains hameaux, les dynamiques sociales, en fait. On va à la découverte de dynamiques sociales discrètes. Alors, on entend toujours parler de ce qui se passe mal, mais en fait, il y a des endroits où les choses se passent très bien, dans les voisinages, dans les interactions sociales, dans l'entraide, dans la solidarité ou dans la sociabilité. Et bien, le porte-à-porte permet de ne plus laisser sous nos radars finalement des gens assez extraordinaires qui font pour eux et pour leurs proches. Et donc, l'idée du porte-à-porte, c'est plutôt de détecter des ressources qu'on n'avait pas perçues jusqu'ici pour s'allier avec des habitants qui pourraient co-animer le territoire. Alors évidemment, on voit aussi toutes les détresses, hein, mais voilà. Donc, c'est un registre que j'ai plutôt utilisé, le porte-à-porte, dans cette perspective d'un travail coopératif, de trouver des habitants animateurs et d'aller les chercher, hein, de les détecter d'une certaine manière. Voilà, alors ça, c'était quand même les deux grandes dimensions sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé, laisser venir les gens avec des aménagements d'espace
là où se trouvent les gens, sur leur lieu de rencontre, hein, voilà, dans les territoires, et puis aller les chercher. Et plus récemment, j'ai découvert des logiques plus modestes dans le Aller Vert, parce qu'on peut travailler au seuil de sa propre institution. Hein. Souvent, dans le Aller Vert, il y a cette idée qu'on va se déplacer loin. Et en fait, pas du tout. J'ai découvert le travail au seuil vraiment de l'institution, c'est-à-dire que dans certains centres sociaux, on a une école face à soi, on a une petite place. Et donc, il y a cette idée de comment on travaille devant chez soi. Et pour illustrer cette ambition peut-être plus modeste, dans laquelle il s'agirait finalement de communiquer autrement, hein, avec la population, sans forcément avoir d'ambition, j'allais dire, de faire un travail coopératif à long cours. Hein. C'est avec un centre de loisirs que tout ça est arrivé. C'est qu'un directeur se posait la question, comment rentrer en relation avec les parents qui ne veulent pas me parler. En fait, quand j'essaie de les interroger, ils s'en foutent, quoi. Ils viennent chercher leurs enfants, ils repartent. Et donc, c'était très drôle parce que c'est un centre social dans le sud de la Vienne qui a fini par trouver cette solution. Pour arrêter les parents, il n'y a que les enfants. On s'est demandé, qu'est-ce qui arrête les parents? C'est leurs enfants. C'est-à-dire, c'est quand il y a les photos qui sont affichées ou quand les dessins sont affichés. Donc, en fait, l'idée, c'est comment ces photos et ces dessins qui surgissent de manière un peu anarchique, aléatoire au fur et à mesure de l'année, comment ces petites opportunités deviennent une ressource hebdomadaire. Donc, on a commencé à se demander quelles pouvaient être toutes les productions d'enfants qui pouvaient arrêter les parents. Et donc, c'est là que sont arrivés des petits mots adressés aux parents, ce que maman déteste que je fasse et que j'adore faire, enfin, voilà, bon, toutes les petites drôleries, tous les petits cadeaux que peuvent faire les enfants, que peuvent produire les enfants à destination de leurs parents. Et ça, c'est devenu un rituel. C'est-à-dire, toutes les semaines, tous les mercredis, les parents attendaient qu'est-ce qui allait leur être offert par leurs enfants. Et puis, ce que ça a produit, c'est que des enfants se sont mis à devenir des spécialistes des cadeaux aux parents. C'est-à-dire qu'ils revenaient chaque mercredi avec une nouvelle idée. Hein. Et effectivement, les parents se sont mis à s'arrêter. Et donc, on voit bien que là, le Aller Vert, au fond, et je conclurai là-dessus, n'est pas tant une question de déplacement physique que de déplacement mental. Hein, il s'agit de se mettre à la place des gens. Et donc, à la place des gens, c'est à la fois où ils sont physiquement, ce qui peut nous amener parfois à nous déplacer loin dans le territoire, à des endroits où on ne va jamais, mais ça peut être aussi devant son ALSH, en se demandant où sont les parents, comment on peut interagir avec eux, et c'est aussi une manière d'aller vers. Alors, voilà, le aller vers est polysémique d'une certaine manière, il nous engage sur plein de directions. Fondamentalement, il s'agit de se donner les moyens des constats qu'on fait quand on se dit, voilà, où sont les gens, qu'est-ce qui peut les intéresser, qu'est-ce qui peut leur faire peur, et comment on peut essayer voilà, une nouvelle approche. Donc, il y a une dimension, j'allais dire, expérimentale, mais fondée quand même sur des hypothèses très rationnelles. Où sont les gens dans leur tête, hein? Donc, voilà, je voudrais juste finir là-dessus, parce que je sais que c'est la fin. On y est, hein? Il est 57. Moins d'une minute, oulala. De plus en plus, aller vers, du coup, en plus d'être plutôt une posture, hein, voilà, qu'une série d'outils, bon, comme beaucoup d'autres logiques pédagogiques, hein, on est plus sur des postures que sur des outils à strictement parler, m'amène beaucoup à soutenir les équipes pour aller vers à l'interne, parce qu'on peut aller plus loin qu'au seuil de chez soi, on peut aller vers à l'intérieur de sa propre structure. J'encourage beaucoup des équipes à se rapprocher de leurs collègues. C'est-à-dire que là, j'ai découvert que, par exemple, sur la toute petite enfance, notamment en milieu rural, quand il y a des relais, des lieux d'accueil pour tout petits, pour les maters, ou des centres de loisirs dans des hameaux différents, j'ai découvert que des collègues ne savaient pas ce que les autres faisaient. Ou le savaient, mais en réunion. Du coup, parfois, aller vers, c'est aller vers ses collègues. Aller vers, parfois, c'est interroger les administrateurs en tant qu'habitants. Parce que j'ai découvert aussi parfois que les administrateurs étaient tellement vécus comme des employeurs ou comme des gens qui étaient là pour finalement faire le job du CA, on ne les considérait plus comme des habitants. Donc, et parfois, il fallait aller réinterroger pour leur dire « Non, mais attends, Jean-Paul,
tu vis où sur le territoire, qui tu connais autour de toi, hein. Voilà, donc le aller vers, finalement, bon, c'est une démarche qui est relativement transversale. Bon, ça, c'est une conclusion un peu classique, Monsieur Guillet. Bon, allez, j'en reste là. J'espère que ça vous a donné des ouvertures suffisantes. Alors, j'ai regardé le Google Form au fur et à mesure et j'ai vu pas mal de choses qui se recoupaient. Donc, vous me pardonnerez d'avance de ne pas répondre à toutes les questions. Je ne peux pas. Mais je vais essayer de voir les blocs. Donc, il y a plutôt un bloc, on va dire, qui est un bloc stratégique en termes de positionnement global, positionnement d'ensemble. Et puis, il y a un bloc plus technique, on va dire, avec des questions plus opérationnelles. Donc, je vais essayer d'aller sur l'un puis sur l'autre en englobant finalement une partie de ce que j'ai pu apercevoir, mais forcément, il m'aurait fallu plus de temps pour faire un truc très, très serré. Alors, c'est revenu à plusieurs reprises. Quelle est la différence entre le aller vers et le hors les murs? Alors, je l'ai déjà dit, hein, aller hors les murs, ça veut dire aller hors les murs, ça veut dire ça s'arrête là. C'est-à-dire que je vais dehors, mais d'une certaine manière, je vais dehors pour faire ce que je sais faire déjà. Voilà, je fais un événement, je déplace une activité à l'extérieur, mais je la fais finalement de la même manière que ce que je faisais à l'intérieur. Je m'adapte au temps, je m'adapte au lieu, mais je ne m'adapte pas fondamentalement. Donc, pour moi, le hors les murs, si vous voulez, c'est déplacer ce qu'on fait déjà et le refaire ailleurs, à l'extérieur de son institution. Voilà un événement qui pourrait être à l'intérieur, et souvent c'est ça les événements, hein. On fait hors les murs des événements qui ne tiennent pas dans les murs ou qui paraissent plus qui paraissent plus mieux sentis, mieux adaptés parce que dehors on touchera plus de monde. Voilà. Mais il y a quand même quelque chose qui relie étroitement le hors les murs et la logique événementielle, quoi. À la ponctualité. Voilà, quelque chose qui est ponctuel, tout du moins, si ce n'est événementiel. Alors que dans le aller vers, on est plutôt dans une logique où on va d'abord dans la tête des gens. C'est-à-dire, l'idée, c'est que on ne va pas proposer ce qu'on sait faire, on va s'interroger sur où sont les gens, où est-ce qu'ils sont physiquement, où est-ce qu'ils sont dans leur tête, et c'est les deux qui fonctionnent. Et où est-ce qu'ils sont dans le temps, c'est les trois, pardon. Donc, où sont les gens qui nous échappent, qu'on veut toucher, à quel moment ils y sont, et dans quel état d'esprit. Voilà, donc aller vers, c'est répondre à ces trois questions. Et par ailleurs, le aller vers ne peut pas fonctionner sans régularité, sans rendez-vous en fait. Parce que faire tout cet effort de se mettre à la place des gens, d'être dans une forme d'empathie radicale d'une certaine manière, je me débrouille pour aller là où vous êtes, au moment où vous y êtes, en essayant de m'adapter à ce que vous avez en tête, votre état d'esprit, et aussi votre culture à certains moments. Donc, j'invente quelque chose qui est sur mesure, qui est totalement sur mesure. On appelle ça le travail pour autrui. Vous savez, il y a le travail sur autrui, c'est le travail vertical, je décide pour toi. Le travail avec, on est dans une forme coopérative, mais dans l'institution, souvent. Le travail pour autrui, c'est le travail où on part totalement du public et pas du public et de l'institution. On part du public pour construire une proposition. C'est le travail des éducateurs de rue, fondamentalement. Donc, on travaille pour autrui et faire tout cet effort-là sans avoir l'occasion de retrouver les gens, de leur donner rendez-vous, ça n'a pas de sens. C'est évident que pas de aller vers sans rendez-vous. Je vous donne un exemple tout bête et quelque chose qui reste assez modeste. Il y a une toute petite équipe à La Chapelle-sur-Erdre, au nord de Nantes. Les filles, elles sont mises le mercredi après-midi à faire un peu un accueil dans un petit jardin public. Donc là, elles ont fait pour les tout petits, elles ont fait pour les plus grands. Il n'y a pas de centre de loisirs, elles n'en ont pas. Et donc, elles font un endroit où progressivement, des enfants, des parents sont venus, puis les assistantes maternelles sont venues. Et au final, c'est devenu un rendez-vous. Mais pour que tout ce monde s'agrège,
et que ceux qui hésitaient la première fois repassent devant une deuxième fois, puis finalement s'arrêtent, il faut ce rendez-vous. Il faut ce rendez-vous pour agréger les populations, il faut ce rendez-vous pour aussi apprendre à bien travailler dans un environnement. Voilà. Et ensuite, quand le rendez-vous est suffisamment structuré, on passe au rituel. C'est-à-dire que là, la différence entre le rendez-vous et le rituel, c'est la co-construction. C'est-à-dire que ça devient rituel parce qu'il y a des gens qui viennent, toujours les mêmes, qui viennent au moment où on s'installe pour nous aider à installer. Il y a ceux qui restent pour nous aider à désinstaller. Il y a ceux qui amènent à manger. Le rituel, c'est une organisation sociale un peu stabilisée avec des places et des rôles. Et donc, on ne peut pas aboutir à ce rituel qui, du coup, est vraiment un temps de coproduction avec les habitants s'il n'y a pas de rendez-vous. Bon, alors là, je pense que sur le aller vers, le hors les murs, et la question de la régularité, je vous apporte des éléments de réponse parce que ça revenait beaucoup. Ça nous renvoie à la question des objectifs, plus largement. Moi, j'en ai dénombré 5. J'allais dire presque par ordre d'intensité ou d'ambition. Mais en fait, il n'y en a pas un qui est moins bien qu'un autre. Mais on va dire par gradation de quelque chose de modeste à quelque chose de plus ambitieux. Donc le premier, pour moi, c'est faire de la veille sociale. On vient régulièrement au même endroit, que ça soit dans un espace public, dans un commerce ou au porte-à-porte, on vient régulièrement voir des gens, installer une situation où on crée un rendez-vous pour de la veille sociale. Premier objectif possible, c'est-à-dire qu'en fait, on va simplement faire en sorte, parce qu'on est là tous les mois sur le marché, voilà, d'avoir des informations en quantité et en qualité qu'on n'avait pas en ne faisant pas cette démarche. Voilà. La veille sociale, c'est la possibilité d'avoir des informations de première main et plutôt rapidement et pas en dernier, et pas uniquement ce qui se passe mal. Voilà. Donc, voilà. Donc, il y a cette dimension de vigie, de veille, voilà, de proactivité. C'est horrible, c'est un terme qui a été utilisé par les sous-préfectures et par les CAF de manière pénible, la proactivité comme un mot. Mais là, en l'occurrence, il s'agit vraiment d'avoir un coup d'avance, quoi. Bon, la veille sociale, ça engage pas grand-chose derrière, si ce n'est qu'on a un rendez-vous régulier, que derrière, on partage avec les collègues ce qu'on a compris, ce qu'on a entendu. Bon. Deuxième bloc possible, communiquer autrement. Et ça se marie bien l'un avec l'autre, c'est-à-dire que parce qu'on est tous les mois au même endroit, dans son quartier, dans les hameaux, au Super U, et c'est une manière de communiquer différente. C'est-à-dire que les gens savent que vous êtes là et que vous faites cet effort-là, que vous faites l'effort d'aller au-devant d'eux. Alors évidemment, on peut aussi utiliser des techniques de communication différentes. C'est-à-dire qu'on peut aller sur le marché, comme j'ai vu des gens, pour offrir, pour faire une zone de gratuité ou mettre en valeur ce que font les commerçants, offrir le café ou faire un porteur de parole ou, bon, bref, quelque chose qui s'inscrit comme une habitude. Voilà, on communique différemment et ne serait-ce que de le faire comme ça nous permet de trouver des gens ou de retrouver des gens qui n'étaient pas venus au centre depuis une éternité ou parce que les gens sont attachés aux gens. C'est-à-dire que les gens qui viennent plus, c'est parce que Cédric ou Nathalie est plus là, parce qu'elle est partie, qu'elle bosse plus là-bas. Donc, ils y reviennent plus parce que leur lien avec le centre, c'était Nathalie ou machin. Et ils vont pas repasser la porte, mais par contre, si on leur offre un café et qu'on discute un peu avec eux sympathiquement, sans trop d'enjeux, et là, ils reviennent. Communiquer différemment. Deuxième objectif possible. Troisième objectif, lutter contre le non-recours. Là, la question, on change d'échelle. Lutter contre le non-recours, c'est profiter de sa présence régulière pour détecter et répondre in situ à des problématiques de non-recours aux institutions. Alors, le non-recours, ce n'est pas forcément ne pas percevoir le RSA. Le non-recours, c'est aussi ne pas utiliser les services qui vous sont offerts. Le non-recours, c'est ne pas inscrire son enfant au centre de loisirs. C'est aussi ça du non-recours. Mais là, la question de la lutte contre le non-recours, c'est que dans la présence qu'on a, on crée un premier geste, on crée un premier axe, on crée un premier mouvement in situ. Et on n'est pas là juste pour dire il faut appeler le service truc. Dans la mesure du possible, lutter contre le non-recours, c'est
bien connaître ses partenaires et être capable de donner un nom, voire un numéro de téléphone. Quatrième démarche, j'en ai parlé tout à l'heure, faire de la pédagogie sociale ou créer un milieu éducatif ouvert. Donc là, on est dans une régularité de présence pour accueillir de manière inconditionnelle un public. Alors souvent, on essaie d'avoir les enfants, les parents et d'autres gens, mais avec cette idée que on a une véritable pièce à l'extérieur et qu'on l'investit, hein, et que partant des relations qu'on aura tous les samedis. Alors je dis samedi, je fais une petite pause parce qu'aller vers, c'est aussi intervenir le soir et le week-end. Parce que si on veut aller vers en étant fermé à 18h tous les soirs, du lundi au vendredi, et ouvert le matin à 9h, bah, en fait, ça pose une problématique. Je n'ai pas besoin de vous faire de dessin. Mais disons que si vous êtes dans le jardin public toutes les semaines, le samedi, ou allez, une fois par mois, on va dire, et voilà, et que vous êtes dans un accueil inconditionnel, ce qui va se passer, et ça c'est les points de vue développés par Laurent Haude, c'est qu'au bout d'un moment, tout le monde va vous connaître et vous allez commencer à connaître tout le monde. Et partant de là, vous allez pouvoir engager différents types de différents axes de développement. Vous pourrez faire parfois de la lutte contre le non-recours, vous pourrez peut-être faire venir un écrivain public à un moment donné, peut-être vous travaillerez avec les enfants pour faire voilà, un centre de loisirs à l'extérieur. Peut-être vous ferez de l'action culturelle en fonction du public que vous trouvez et des opportunités qui se dessinent, des demandes et des ressources. Donc voilà, quatrième ambition, créer un milieu éducatif ouvert. C'est déjà une ambition bien plus sévère, enfin, pardon, sévère, bien plus costaude. Dernière ambition, faire du travail social communautaire. Alors, ces deux derniers se marient. Là, l'idée, c'est qu'en fait, c'est pas vous qui êtes les protagonistes principaux, mais que vous allez chercher des habitants qui vont animer leur quartier, leur village, leur hameau. Et donc, là, l'idée, c'est d'aller chercher les ressources communautaires. Hein, mais communautaire au sens large du terme et anglo-saxon, hein, pas de délire français. Communauté, c'est les gens qui sont concernés par une communauté de destin. Communauté de parents, communauté de boulistes, communauté de voisins. Et puis évidemment, il y a aussi des Portugais, voilà, hein, bien sûr, des communautés d'origine ethnique. Voilà 5 types d'ambitions. Alors, évidemment, la question des moyens humains derrière. Parce que derrière ces ambitions, à la fois des décisions politiques, collectives, mais des moyens. Si vous voulez faire du travail social communautaire, c'est-à-dire que vous vous engagez dans un travail pour un peu cartographier les ressources d'un territoire et comprendre qui pourrait être leader d'un certain nombre d'actions, ça demande du temps. Et ça demande du temps à la fois parce qu'il faut un peu quadriller, mais ça demande du temps en termes de traitement de l'information. Et j'ai des gens qui m'ont posé la question du traitement de l'information. Si tu te mets à rencontrer plein de gens, que tu notes plein de choses, que tu détectes un certain nombre de situations et de ressources et comme de besoins, mais si tu ne prévois pas le temps de traitement, tu es foutu. C'est-à-dire que tu n'es pas en mesure de tenir compte de ce que tu as découvert. À la fois, il faut parfois un vrai travail, et ça devient délirant. C'est-à-dire, quand vous commencez petitement, vous allez dans un quartier, vous dites, c'est bien, il y a 200 logements. Tu prends ton petit tableur Excel, ça fait quand même un gros tableur. Hein. Bon, et tu t'attaques à un autre quartier, c'est plus possible. Il y a un travail à la fois, j'allais dire, de réflexion sur comment on organise l'information, un temps de traitement, et puis après, il y a le traitement humain, c'est-à-dire des gens t'ont dit quelque chose, tu te dis, je reviens vous voir, mais qui y revient? Quand on y revient? Donc, vous voyez que plus on fait croître l'ambition, plus il faut que ça devienne l'axe principal du centre social. En gros, si vous voulez faire du aller vers une cerise sur le gâteau, ça restera périphérique. Mais si vous voulez que le aller vers devienne une partie du gâteau, bah, ça doit devenir le projet central du centre social. Donc, toutes les ambitions qui nous mènent vers les présences inconditionnelles et le travail avec les communautés, ça veut dire que l'ensemble de l'équipe est orienté dans cette logique-là, que le management est très clair sur ce que ça signifie et qu'en termes de moyens, c'est négocié avec les financeurs. Et du coup, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas à la fois faire toutes les missions que la CAF nous demande, tout le travail finalement de programmation, de services, de machin, etc. et rajouter ça. Donc, bon, il faut créer des paliers. Voilà pour la question des moyens humains. Alors, je reviens vous voir un petit peu.
J'ai besoin de voir vos têtes. Alexandre, il nous reste. Là, c'était plutôt sur le fond. Hein. On a jusqu'à 16h? On a jusqu'à 16h05. Ok, super. Je vais regarder un petit peu le Google Doc. Voilà, donc pour revenir, parce qu'il y a des questions qui ont été posées là-dessus, évidemment, il faut choisir son ambition. Et c'est mieux de commencer par faire de la veille sociale, parce qu'on sait que ça, on peut l'assumer, et puis progressivement avancer vers d'autres ambitions. Hein. Mais souvent, moi, j'ai vu des équipes qui partaient tout feu, tout flamme, et le management en premier lieu, hein, dans des grandes campagnes relationnelles, sans avoir les ressources en termes de traitement, des fois sans avoir les ressources en termes de compétences, mais plus grave, parce que quelque part, la compétence, tu peux la déployer si tu laisses à tes équipes le soin, la possibilité de s'essayer et de se réessayer. Hein, c'est sur le métier, voilà, hein, c'est en forgeant que nana. Bon, bah, si tu n'as pas ce temps-là, voilà, moi j'ai un centre social sur un quartier d'habitat social, 12 000 habitants. Ils ont commencé à vouloir faire hall après hall. Je les ai arrêtés en disant, ouais, ok, mais si vous avez 12 000 habitants à visiter en porte-à-porte, le rendez-vous va poser un problème. Ça va être comme la comète de Halley, quoi. Rendez-vous dans 15 ans. Hein. Et puis, bon, voilà. Donc, bref, je ne vous redis pas, ça, c'est comme vous redire la même chose que ce que je viens de vous dire en moins bien. Je vous propose de passer sur des aspects plus... Bon, déjà, je vais boire. Alors, et je relis rapidement des choses. Hein. Alors, je vais en arriver à des dimensions plus techniques, plus opérationnelles, on va dire. Vous m'avez tous questionné sur le porte-à-porte. Alors, il faut que je vous dise un truc. Moi, j'avais peur du porte-à-porte. J'avais peur du porte-à-porte parce que je l'associais à des expériences difficiles. Parce que les gens qui étaient venus faire du porte-à-porte chez moi, c'était des gens qui étaient à la frontière de l'escroquerie, qui n'étaient pas des gens bienveillants, particulièrement. Alors, pas tous, il y en a certains qui étaient gentils, mais je me suis toujours senti menacé par le porte-à-porte. Et quand j'en parlais aux équipes, et quand j'en parle aux équipes, elles me renvoient ça, parce que les seuls moments où on leur demande de faire du porte-à-porte, en général, c'est le renouvellement du projet social. C'est-à-dire, je vais faire du porte-à-porte avec des questionnaires, et je vais faire chier les gens, parce qu'en fait, répondre à un questionnaire, c'est chiant. Et donc, elles ont vécu cette expérience, à la fois à titre personnel, elles n'ont jamais aimé le porte-à-porte, et à titre professionnel, elles ont dû aller demander des choses pénibles, en fait. Je vous prends un quart d'heure, c'est faux, c'est pas un quart d'heure, c'est 3 quarts d'heure. Vous inquiétez pas, vous direz ce que vous voulez, mais en fait, le questionnaire, t'en peux plus, tu as 1500 questions. Bref, en fait, on a envoyé tout le monde à l'abattoir, et puis les gens reviennent en se disant, le porte-à-porte, c'est chiant. Bah oui, vu comme ça, c'est chiant. Donc, évidemment, il faut changer complètement de registre pour que le porte-à-porte devienne quelque chose d'agréable. Et ça doit d'abord être agréable pour celui qui le fait. Hein, parce que sinon, si tu y vas en te disant « Non, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie que je suis en train de faire ?» Ben, c'est pas possible. Enfin, voilà, il faut que ce que tu vas proposer aux gens, tu aimerais qu'on te le fasse. Hein, mais ça, c'est pas valable que pour cette situation. Mais voilà. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, la plupart des porte-à-porte que je propose aux professionnels, ils ont souvent pour prétexte le fait de dire aux gens « On est en bas de chez vous, on n'est pas loin. Si vous voulez nous retrouver cet après-midi ou ce soir, vous êtes bienvenus. » Ça veut dire que l'équipe, elle a organisé, alors là, dernièrement, en milieu rural, dans un village, il y a une petite après-midi jeu à la salle des fêtes. Voilà, si vous, vos enfants, vous voulez passer, venez. Ou alors, en quartier d'habitat populaire, on est en bas, près du jardin, machin, il y aura un goûter ou un apéro aussi, des fois, un peu plus tard le soir. Voilà. Mais l'idée, c'est d'être bonne franquette et de faire sentir aux gens que
on leur propose de passer et qu'on n'attend même pas leur réponse. C'est très important ça. Je ne te fais même pas peser le poids de « tu me réponds tout de suite ». Je te dis, voilà, nous, tout à l'heure, on est là-bas, si vous passez, ça nous fera plaisir. Et tu t'en vas. Alors, on va y revenir, pas toujours, tu t'en vas pas toujours, mais tu fais sentir à l'autre que toi, ça te suffit. Tu ne quémandes rien, tu n'attends rien. Vis ta vie. Je te donne une information. Un peu comme si tu disais à ton voisin, ce soir, je refais un coup de barbecue, si tu veux, tu passes. Vous voyez cette espèce de légèreté relationnelle. Je suis là, passe si tu as envie, quoi. Mais sous-entendu, je ne suis pas là pour te quémander de venir. Hein, je suis capable d'en rester là. Tu me dis oui, tu me dis non, je m'en fous. Hein. Et ça c'est vraiment une révolution en termes de mentalité, parce que l'animateur et puis l'administrateur et puis tous ceux qui défendent le centre social, ils veulent faire venir les gens. Donc, ils ont tendance à dire, est-ce que vous voulez venir ce soir et à attendre? Mais non, tu n'attends rien. Je te donne une information. Voilà, tu passes si tu veux. Sauf que, en ayant cette légèreté, ça fait sourire des gens qui comprennent qu'en fait, on ne leur veut pas plus que ça. Et avec ceux qui sourient, parfois, on va plus loin. Hein, mais c'est-à-dire qu'on leur dit, sinon, je vous le fais, hein, sinon, au fait, on ne connaît pas du tout le quartier, on ne connaît pas du tout le hameau. Est-ce que vous vous connaissez avec les voisins? Est-ce que vous vous dépannez? Voilà. Et là, tu joues l'argument de l'humilité, c'est-à-dire, moi, je ne connais pas cet endroit. Pourtant, je travaille sur ce territoire. Est-ce que vous pourriez me dire juste si c'est sympa d'y vivre? Qu'est-ce qui se passe? Et là, on rentre dans autre chose, c'est-à-dire que les gens sentent que tu t'intéresses à eux, à ce qui se passe sur place, qu'il n'y a pas d'embrouille. Qu'en fait, tu es sincère, tu es sincèrement intéressé, qu'il n'y a pas une arnaque. Et c'est ça qui fait que finalement, il y a des discussions incroyables et évidemment plein de moments où on finit chez les gens. Alors, j'ajoute, en fait, à partir du moment où on a cette clé d'action et de posture, on modifie complètement ce qui se joue au porte-à-porte. Hein, et c'est pour ça que ça devient intéressant, c'est parce que ça devient très agréable. C'est un peu comme vous êtes un vendeur, si vous savez que vous vendez un produit de qualité, vous êtes à l'aise avec, avec vos clients. Vous rangez les cendres, vous leur dites si vous voulez un renseignement, je suis là, mais vous savez que vous avez de la bonne cam. Vous savez que vous n'êtes pas là pour gratter de la participation. Vous vous intéressez aux gens. Vous leur proposez s'ils veulent de passer, sinon vous vous intéressez à ce qu'ils vivent. À partir du moment où vous désamorcez la crainte légitime des gens, tout devient possible. Hein, la clé, elle est à cet endroit-là, évidemment. Donc, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Il y a d'autres manières de le faire, il y a d'autres prétextes. Moi, j'ai vécu des... Franchement, je vous le dis, hein, c'est ce que je préfère. C'est ce que je trouve... Tu bois un coup à chaque fois. Non, je fais... Alors, merci Nadia. Juste, mais ta remarque dans la petite discussion me fait vous dire une chose. Apprendre à entrer en relation avec des inconnus, c'est-à-dire se rendre agréable, suffisamment agréable, déjouer les craintes pour que les gens aient envie de poursuivre l'échange. À cette compétence relationnelle-là, en correspond une autre qui est très importante, c'est apprendre à se défaire des gens. Quand on rentre dans cette dynamique de aller vers, on découvre finalement, quand on a des bonnes bases, quand on part sur des pistes, on va dire, judicieuses, qu'on va rencontrer énormément de gens. Il va falloir apprendre à choisir avec qui on passe du temps et surtout, il va falloir apprendre à passer son chemin. Se libérer des prises d'otages. C'est aussi important de se libérer des relations que d'engager les relations. Si tu n'as pas la compétence symétrique de te libérer d'une relation, tu vas mal vivre ton travail de aller vers. Hein, ça, c'est fondamental. En fait, c'est deux compétences symétriques. Apprendre à engager la relation avec l'inconnu et apprendre à se dégager de la relation avec un inconnu. Et là, je ne vous fais pas le tableau parce que vous en avez trop à l'esprit, hein, des situations où, au bout de 10 minutes, tu dis « Oh là là, ça va être long ». Et en fait, tu as raison, ça va être long si tu ne fais rien. Voilà, donc il y a un secret. Je ne le partage pas maintenant. Voilà, pour se libérer d'une prise d'otage que j'aime partager avec les équipes. Alors, on continue. Peut-on intervenir sans support? Ou faut-il intervenir avec des dispositifs itinérants, etc. Vous commencez à le sentir, c'est vraiment une question d'état d'esprit et d'être clair sur la manière de comprendre la psychologie des gens. Ce dont je viens de vous parler est plus important que d'avoir un triporteur, une caravane, un prétexte ou un autre. Si vous avez cette attitude-là,
les mains dans les poches, ça peut fonctionner. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez avoir le plus de matos du monde, vous allez vous vautrer. Alors vous, les équipes, hein, on est d'accord. Où sont les gens? De quoi ils ont peur? À quel moment ils y sont? Et comment on va s'ajuster à tout ça? Deuxième question, si ça fonctionne, comment on revient? Ça, c'est la base. Après, tu peux y arriver avec ce que tu veux, c'est la base. Il y a des petites exceptions quand même, c'est est-ce que tu as un outil ou un dispositif qui achète la participation? Le laser game des habitants. Alors, on peut parfois travailler avec des attrape-gens, mais moi, je trouve que ça rentre dans l'équation, c'est-à-dire qu'est-ce qui donne irrémédiablement envie aux gens de s'arrêter? Bah, c'est sûr qu'il y a certains groupes de musique, il y a certains, mais en fait, ça coûte cher. Donc moi, je pense qu'il faut mieux apprendre à travailler sans rien ou avec peu pour mieux savoir travailler avec des attrape-gens, parce que sinon, c'est vite compliqué. La question du long terme, bah, j'ai un peu rappelé le processus. Hein. On était dans l'événement, on passe dans le rendez-vous, on fabrique des rituels. À partir du moment où on est là, c'est le début du long terme. En tout cas, on l'entrevoit. Ça demande de prendre le temps de la relation. Ça veut dire que, allez, je vais le dire, il est 59, je vais conclure là-dessus. Au cours de vos tentatives pour aller vers, que vous fassiez la création d'un environnement hospitalier qui permet aux gens de s'approcher, où on les laisse venir, que vous soyez dans une démarche pour aller les chercher, hein, les deux dynamiques dont je vous ai parlé. Vous allez parfois découvrir des gens extraordinaires. Au sens vraiment des gens qui sont des animateurs du quartier ou des animateurs du village. Des gens que vous ne connaissiez pas, parce que sinon, vous les connaissez déjà. Hein, c'est ce qu'on appelle les figures locales. Derrière les figures locales, parfois, il y a des vrais habitants animateurs. Et vous vous dites, ah, celui-là ou celle-là, il faut vraiment qu'on bosse avec lui. Et vous avez raison. Mais l'erreur, ce serait quoi? Ça serait de lui sauter dessus. Parce que ce monsieur ou cette dame, s'il vous plaît autant, il n'y a pas qu'à vous qui plaît, il plaît à d'autres gens. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui est perdu dans la vie, s'il vous plaît. Ce n'est pas quelqu'un qui ne sait pas quoi foutre de ses journées. S'il vous plaît autant, c'est qu'il est vif, c'est qu'il y a un truc. Et ce truc, il le met au service de sa famille, de ses amis, d'une autre association ou de son travail. Donc, il va falloir le débaucher, il ne va pas falloir lui faire peur. Si vous faites comme les politiques en période préélectorale et que vous sautez sur les habitants pour qu'ils rentrent dans votre liste, hein, vous voyez l'image, hein, parce que les politiques font ça, mais parfois on fait pareil pour le CA. Ah, Jacqueline, bah, Jacqueline, tu as été trop vite. Jacqueline, elle est partie, tu y as fait peur. Hein, quand on a trop envie de quelque chose pour quelqu'un, de toute façon, ça donne envie de partir. Hein. Il n'y a pas que les dragues lourdes. Hein. La drague lourde, ce n'est pas qu'une question de séduction amoureuse. Donc, prendre le temps, ça reste un maître mot. Et je conclurai donc là-dessus. Effectivement, le Aller Vers, c'est un projet de culture institutionnelle. On peut y aller étape par étape, on peut choisir son ambition, mais in fine, si on veut en faire quelque chose qui devient central, il va falloir que tout le monde se mette au diapason et qu'on se donne les moyens. Et les moyens, on ne les a pas tout de suite, parce que pour l'instant, on est dans l'encadrement d'activité. Si on fait tout ce que la CAF nous demande, tout ce que les financeurs nous demandent, normalement, on n'a pas les moyens de faire du aller vers un axe central. On est obligé de braconner pour commencer, parce que ce n'est pas financé tout ça, pour l'instant. Voilà, je m'arrête là, Alexandre. Hein. 16h01, ça va? Ah non, on avait dit 16h05? Oui, 16h. Là, ce qui est, voilà, oui, dans le déroulé, c'est écrit 16h05, retour dans le grand groupe. Allez, j'ai 3 minutes, je me chope une petite question vite fait. Quels sont les moyens de financement pour les animations hors les murs? Enfin, aller vers, on va dire. J'en sais rien. Ça commence à venir, hein, vous vous êtes rendu compte? Moyens financiers, bah oui, bah, il faut les trouver. Hein. Alors, juste une chose, parce qu'on va finir là-dessus. En ce moment, c'est du grand délire. Il y a du fric sur le aller vers, mais du fric n'importe comment. Comme quand l'État il décide de faire un truc très vertical. Hein, c'est-à-dire que moi, pour vous donner un exemple, j'ai la Croix-Rouge française. Je l'ai grille, hein, c'est pas grave, il le mérite. La Croix-Rouge française m'appelle, le secteur formation, pardon. C'est balèze, hein, ils en font pas mal, hein, je vous le dis.
Et il m'appelle pour me dire « Bonjour, monsieur Guillet, est-ce que seriez-vous intéressé pour encadrer des formations à aller vers ?» Bah, je dis « Oui, pourquoi pas, qu'est-ce que vous… » En fait, ils ont gagné des marchés publics auprès de l'État sur des lots régionaux, mais des trucs importants, hein, genre ils doivent former des centaines et des centaines de professionnels de l'action sociale. Parce que le Aller Vert, depuis le plan Macron 2018, hein, il faut former au Aller Vert. Donc voilà. Et donc eux, ils ont gagné un lot, ils ont répondu à un marché public, ils ont fait un programme, ils n'ont pas de formateur. 0 formateur. Et ils doivent former des milliers de gens d'ici 2 ans. Et, et en plus, pour avoir le marché, ils ont fait des prix de journée de formation à 400 €. Je ne sais pas qui ils vont trouver. Bref, on en est là. C'est-à-dire, c'est un joyeux bordel. Il y a du fric, la CAF en donne un peu, les fonds déserts, enfin, tout le monde va… Il y a de quoi gratter. Mais comme d'habitude, quand c'est très vertical, c'est un peu n'importe quoi. La seule chose que je peux vous dire, c'est si vous trouvez que de l'argent pour financer du matériel, c'est pour ça que tous ceux qui ont trouvé du fric pour acheter des camions, bah maintenant, c'est compliqué en termes d'économie, hein, des camions, des guitounes, des machins, parce que ça, effectivement, c'est plus facile de trouver de l'argent pour acheter du matériel. Mais derrière, comment tu trouves de l'argent pour les ressources humaines, pour le traitement de l'information, pour la formation des gens? Voilà, je ne vous donne pas vraiment de solution, hein. Je vous dis les écueils qui me semblent être là. Après, il vaut mieux que ça soit tendance parce que ça lâche plus de fric quand même. Mais bon, on va dire que la période est quand même à l'ouverture sur un renouvellement des pratiques professionnelles. Donc, on va prendre la qualité du défaut.